Dieu, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La guerre, mon Dieu, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes dialoguent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient de la guerre, tout le monde est cadavre. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisi. Si tu fais pas au lait que Bichangi, hey, cadavre. Avec les coups de matraque et tout à coup, cadavre. Ton père, cadavre. Ta mère, cadavre. Je me présente d'abord, Gaël Grégoire, et avec mon ami et frère. Monsieur Guillaume Figuma, je suis porte-parole de la plateforme du PC Focal. Et monsieur Gallo, comme il vient de se présenter, c'est le coordonnateur du comité de soutien du candidat André Okomis Salissa. Donc, comme vous venez de dire, nous sommes là pour une conférence de presse sur la situation politique et sécuritaire au Congo-Brazzaville. Donc, cette conférence de presse, nous avons intitulé Braquage des suffrages. Ce concept qui est presque inédit, ce sera pour à la fois vous expliquer ce qui se passe là-bas, ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ces crimes contre l'humanité en cours au Congo-Brazzaville, notamment dans la région du Pôle. Donc, au cours de notre exposé, vous aurez à la fois un certain nombre d'informations sur le huis clos dans cette tragédie et, bien entendu, les photos qui illustrent tout ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville et notamment dans la région du Pôle. Donc bien, alors par la même occasion, je te redonne la parole pour commenter cette image déjà, qui est que nous avions placée ici, c'est la zone, si vous voulez, là où se déroulent ces braquages-là. Non, les crimes. Là, nous sommes dans la zone de... Repars, s'il te plaît. Merci. Là, nous sommes dans la région du Pôle. Aux amis de la presse, la région du Pôle, c'est au sud du Congo-Brazzaville. Au sud du Congo-Brazzaville, une région dont l'accès par la route est facile. On comprendra pourquoi il y a cette facilité du pouvoir d'amener les milices sur place. Et donc, des deux quartiers qui ont connu les plus gros, des exactions, le quartier de Makelekele, de Bakongo, de Makelekele, de Bifuti, on accède dans la région du Pôle. Et aussi pour vous signifier que dans la région du Pôle, la population a voté à presque 90% pour les candidats de l'opposition. Cette information est importante pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui il y a une espèce de tragédie qui se déroule dans cette région. Pourquoi le pouvoir a fait le choix de véritablement mettre l'accent massacrant, il faut le dire le mot, nous allons le démontrer, ces populations paisibles de la région du Pôle. Alors, nous allons passer cette image. Alors, le scrutin présidentiel du 20 mars dernier, organisé sous un embargo total des communications, téléphone, Internet, signaux radio étrangers, et loin des standards internationaux, a permis à l'opposition de l'emporter de façon indiscutable avec plus de 90% des suffrages cumulés. Le président sortant, arrivant quatrième avec moins de 10% des voix. Un second tour aurait dû être organisé entre les deux premiers, Parfait Kolela et Jean-Marie Mokoko. Sans tenir aucun compte du verdict des urnes et après avoir interdit toute publication des résultats, après avoir interdit toute publication des vrais résultats, Sassou Nguesso a imposé la publication des résultats imaginaires à 2 heures du matin, le déclarant élu au premier tour avec 60% des suffrages. Le 4 avril 2016, la Cour constitutionnelle validait ces résultats contestés dans une ville de Brazzaville, quadrillée par des hommes en armes, ceux dans une atmosphère de guerre. En réalité, les membres de la Cour ont été convoqués, manu militari, à la présidence de la République et sommés presque l'arme à la tempe de valider les résultats publiés auparavant. Alors, j'ajoute aussi qu'ils ont été pris là depuis pratiquement le matin. Donc, cela se voit
à travers la lecture faite par le président du Conseil constitutionnel, on voit bien qu'il était en train de lire un texte qu'il n'avait pas lui-même rédigé. Alors ici donc, vous avez là une parodie d'investiture sur la force armée. On voit bien sûr des militaires qui sont tout autour bien armés, alors que le président prétend être élu. Juste un commentaire sur ça. Cette image est assez illustrative de la nature du régime actuellement. Nous l'avons mis expressément après avoir planté le décor. En lisant ce texte, mon frère venait d'expliquer que tout se passe à huis clos. L'organisation se passe à huis clos, la publication se passe à huis clos, et la validation se passe dans une ville quadrillée où on tire sur les populations civiles. Et cette image est l'illustration parfaite du régime qui s'est installé. En fait, un régime qui s'est installé par les armes et qui s'est imposé par les armes. Donc, nous avons mis en première ligne cette image pour illustrer en fait la nature de ce régime qui est aujourd'hui en train de prendre, qui a pris en otage en fait tout un peuple. Là, vous voyez M. Sassou Nguesso, entouré quasiment des sbires armés jusqu'aux dents, devant des officiels. Ceux qui étaient à Brazzaville ont été surpris de voir autant de déploiements militaires avec des hommes armés pour un candidat qui serait élu, soi-disant, à 60%. Et là, nous continuons à travers les images. Là, nous sommes à l'école Saint-Exupéry, c'est l'école française. Vous voyez bien que à l'entrée des quartiers de Bakongo et Makelekele, il y a ce qu'on appelle là-bas un bouchon des hommes armés. Mais c'est des hommes armés, lorsqu'on les voit, vous allez constater, ils sont en tenue militaire, mais ce sont des milices habillées. On reviendra plus tard sur la manière dont M. Sassou Nguesso a réactivé en fait les milices. Et vous voyez bien dans un pays qui se dit normal, avec des bouchons, et les populations qui sont quasiment filtrées pour aller d'un quartier à l'autre. L'image qui suit, c'est l'image des fameux miliciens ninja du pasteur Toumi ou de M. Frédéric Bichamou qui auraient attaqué Brazzaville le 4 avril. Et bien évidemment, les images parlent d'elles-mêmes. Voyez-vous, le pouvoir, le 4 avril, parce que le pouvoir tenait absolument à publier ses résultats fallacieux, a simulé une attaque. Nous avons maintenant des précisions. Pourquoi le pouvoir a simulé l'attaque des ninjas et ces messieurs qu'on a présentés à la presse, là ils sont au secrétariat général de la police, ce sont les fameux ninjas qui auraient attaqué Brazzaville. Et vous reconnaissez en deuxième, en partant de la gauche, ce monsieur a été reconnu et tous ceux qui connaissent Brazzaville savent que c'est un fou. C'est un monsieur qui a perdu la tête. C'est un fou qu'on a pris, qu'on a présenté comme un ninja. Et voyez-vous, il y a un autre qui est juste au bout. Il a même porté le t-shirt de M. Sassou Nguesso. Bon, un ninja qui porte le t-shirt de M. Sassou Nguesso pour aller combattre M. Sassou Nguesso. Bon, donc lorsque on simule, bien entendu, il y a des ratés et on se retrouve avec des situations aussi ubuesques. Donc ce sont ces fameux ninjas qui ont été présentés à la presse par la police de M. Ndengue comme étant des gens qui auraient attaqué le pouvoir le 4 avril avant la publication des résultats falsifiés par la Cour constitutionnelle. Donc, toutes ces attaques-là, bien sûr, vous imaginez que ça ne peut pas se faire comme ça sans qu'il y ait le nombre de morts. Alors, aujourd'hui, on évalue à plus de 600 morts, environ 2000 blessés et 12 000 à 15 000 déplacés. C'est à des massacres journaliers que l'on assiste dans une situation de répression policière qui bloque les leaders politiques chez eux, intimide les militants par des visites domiciliaires, emprisonne les plus déterminés, torture et tue aveuglement hors de tout regard étranger. Les Congolais doivent se protéger avant de communiquer et de toute façon, personne n'est là à qui parler. Alors aujourd'hui, tous les leaders politiques, ils sont tous encerclés, il y a des véhicules tout autour de leur maison, donc ils ne peuvent pas sortir
et ils ne peuvent même pas avoir leur liberté, si vous voulez, de parler ou de se déplacer. Alors, dans la presse internationale, depuis quelques jours, on commence à envisager qu'il y ait une vingtaine de morts qui viendraient s'ajouter à la trentaine de morts et de disparus des quartiers sud de Brazzaville autour des 4 et 5 avril. On est très loin du compte, effectivement. Il est très difficile de faire un compte précis, mais le nombre de morts à Brazza atteint ou dépasse les 150 et dans le pool, c'est plus proche de 500 et au-delà. Ce matin encore, on venait d'apprendre même que à Ngoma Tete, dans une localité avoisinante, il y a eu encore des cadavres. Bien. Donc, partout ailleurs, dès le premier mort, ce serait la mobilisation internationale de toutes les bonnes consciences. Même 50 morts certifiés ne valent rien lorsqu'il s'agit du cas du Congo. Alors, ici, vous avez quelques images que nous montrons là. Pour à gauche, à notre gauche, vous avez ici la population qui est en train de fuir Brazzaville, donc de quitter Brazzaville pour aller dans les zones où ils peuvent se protéger. Et là, vous avez bien sûr des milliers de réfugiés qui se trouvent entassés les uns les autres dans des conditions franchement pitoyables. Alors ici, vous avez un hélico. La date est là, vendredi 8 avril du matin, le village de Bouambouri est attaqué par des hélicoptères qui tirent des roquettes. Alors, là nous sommes, après avoir planté les deux corps, qui nous a amenés à ces massacres, qui nous amènent malheureusement à ces massacres qui sont en train de se dérouler quasiment à huis clos, nous avons, dans notre exposé, parlé de 600 morts. Bien entendu, les gens peuvent dire, mais comment 600 morts? Mais les 600 morts ne peuvent découler que du mode opératoire qu'utilise aujourd'hui l'armée. C'est cette image-là, nous l'avons tenu à la mettre là pour expliquer qu'est-ce qui se passe véritablement au Congo. Les pouvoirs publics vous parlent d'opérations de police. Mais tout le monde sait au Congo que la police congolaise ne détient pas des hélicoptères de combat. On reviendra sur les hélicoptères de combat tout à l'heure. Et tout le monde sait que le pays, le Congo aujourd'hui, l'armée est divisée. Ça, le monde le sait. Ce qui fait que lorsque le 4 avril, il y a eu cette simulation des fameux ninjas qui auraient attaqué Brazzaville, le pouvoir, sans une enquête préalable, a commencé à bombarder le pool. Les populations n'étaient pas informées de quoi que ce soit. Prenons l'exemple des villages que nous sommes en train de citer. Ce sont des villages généralement où les populations se donnent à des activités agro-pastorales. Notamment les villages où il y a M. Toumi. M. Toumi, dans un village comme Soumona, il a une communauté chrétienne de plus de 1200 à 5000 membres. Et imaginez, un soir, ils se retrouvent avec des hélicoptères au-dessus de leur tête, et pire, ces hélicoptères ne sont pas pilotés par des Congolais, ce sont des Ukrainiens. Donc, les journalistes d'investigation savent pertinemment qu'un mercenaire, lorsqu'il va dans un théâtre d'opération, ce n'est pas pour aller mourir, parce qu'il doit gagner sa vie avec l'argent qu'il a pris dans ce pays. Et donc, les Ukrainiens bombardent à haute altitude, avec les dégâts que cela suppose. Et pour des populations qui sont dans des zones enclavées, donc il y a des morts pendant les bombardements, il y a des morts parce que pourchassés par les miliciens, et il y a des morts parce que sans soin. Donc on part du principe que depuis le 4 avril jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à presque plus de 2 semaines sans qu'il y ait accès des ONG, accès des autorités, et donc ce chiffre de 600 morts et plus de 1200 déplacés est tout à fait vérifiable par rapport au mode opératoire utilisé et surtout la brutalité avec laquelle on a attaqué ces populations et ces villages. Merci. Alors, donc, on parlait des hélicos, bien sûr, on a pu quand même voir les images, et vous avez le vendredi 8
des tirs de roquettes sur Soulé par des hélicoptères Mi-17A. À Vinza, au nord-ouest de Brazzaville, près de Kindamba, le 9 avril à 7 h du matin, un local du passeur Ntoumi a été bombardé et c'est une école primaire qui a été détruite. Bon, là, je signale aussi que ça a été fait tellement le matin, les élèves n'étaient pas encore là. Donc, seul le directeur de l'école qui était arrivé a pu s'enfuir. Donc, l'ensemble du village qui rassemblait plusieurs milliers de personnes a été bombardé. Plusieurs dizaines de morts et de blessés sans autre précision. Le 14 avril, les milices du régime soutenues par des hélicos ont attaqué Soumouna, situé à 50 km au sud de Brazzaville. Les miliciens ont eu plusieurs véhicules, les BJ détruits. Le village a été bombardé et incendié. La population a fui et elle se cache dans la forêt. Il y a eu une cinquantaine de disparus. Des pensionnaires d'un hôpital, malades et attardés mentaux, auraient été tués et enterrés. Alors là, vous avez il faut revenir sur cette quelques images là que l'on voit. Alors, je vais donner à Guy de commenter ces deux images. Ça, ce sont les images authentiques que nous avons reçues de Soumouna. De l'autre côté, ce sont les véhicules des activités agro-pastorales de M. Toumi qui ont été bombardés. Et de l'autre côté, ce sont des bâtiments. Pourquoi? Parce qu'en dehors de ces activités agro-pastorales, comme j'ai dit tantôt, M. Toumi a une communauté chrétienne qui y prie et surtout a ce don, peut-être inné, de s'occuper des malades mentaux. Mais ça, ce sont des images authentiques pour confondre en fait les propos tenus par le gouvernement de Brazzaville. Merci. Bien, il y a encore d'autres images. On vous montre là les véhicules qui ont été brûlés le 14 avril. Donc ici, on voit un véhicule qui a été brûlé là, avec des jeunes qui sont tout autour. Et là, vous avez d'autres véhicules qui sont brûlés. Alors ici, ce sont des images. En tout cas, on s'excuse quand même de vous présenter ces images-là, mais on n'y peut rien. C'est pour vous montrer vraiment les preuves, les atrocités qui sont commises au Congo. Donc vous avez les cadavres probablement en Ngoma-Tsetse. Nous disons probablement parce qu'on n'a pas eu les moyens de vérifier la véracité de ces images, mais nous en sommes sûrs que vraiment ce sont des images qui viennent de Ngoma-Tsetse. Alors donc, vous voyez vous-même l'état de ces populations. On voit bien comment ces personnes sont brûlées. Et là, vous avez, ceci nous confirme bien que c'est Ngoma-Tsetse parce qu'on voit les miliciens ici bien armés qui portent des lance-roquettes. Quelque chose à ajouter? Non. C'est juste pour démontrer que Ngoma-Tsetse a un village dans la région du Poul, et c'était pour démontrer le déploiement massif des hommes en armes, notamment des miliciens du pouvoir. Et là, malheureusement, nous avons ces cadavres qui ont été vraisemblablement suite au bombardement, parce que ce sont des roquettes, on y reviendra tout à l'heure sur les munitions utilisées, et quand c'est comme ça, il y a des petits des hôpitaux du coin avec les dégâts que vous constatez. Donc Kibossi a été brûlé hier, 19 avril, et il y aurait eu 12 morts et 35 blessés. Bon, ça c'est un SMS que nous venions d'avoir là, on a eu ça ce matin. Donc vous imaginez que pendant que le gouvernement nie qu'il n'y a pas de bombardement, eh bien on dit que Kibossi a été brûlé. Bon, est-ce que c'est brûlé par des bombardements? Est-ce que c'est comment ça s'est fait? Ben, nous, on n'a pas vraiment toutes les précisions. Mais au moins, on a eu ces SMS qui montrent que vraiment, ce sont des habitants de là-bas qui nous l'ont envoyé. À Mayama, la plus grande partie de la population a fui. Or, c'est un chef-lieu du district qui a au moins autour de plus de 5000 habitants. Alors, le nombre de victimes de ces bombardements est inconnu, bien sûr. On parle d'au moins 500 morts pour l'ensemble du Poul, venant s'ajouter aux morts de Baraza. Et le massacre continue, alors qu'on pensait que la parodie d'investiture allait entraîner la fin de la répression. Malheureusement, ça continue. On a eu une preuve là ce matin. Alors ici, c'est un charnier qui aurait été découvert dans le Poul.
Et donc, on a eu ces images-là, on n'a pas la possibilité de vérifier. Lorsque ce charnier, ce supposé charnier, on va parler comme ça, a été mis en ligne, la réaction du pouvoir, très vite, s'en est suivie, et le pouvoir a commencé à demander à ce que les organisations internationales rentrent. Mais la Caritas, pas celles qui viennent... on a compris qu'ils se sont rendus compte, certains, que ça commençait à devenir véritablement... on commençait à comprendre ce qui se passait dans le pool. Et depuis qu'on demande au gouvernement d'aller vérifier sur le terrain, malgré l'appel du curé du pool, Monseigneur Portela, qui est passé à RFI, pour demander à ce que les organisations internationales rentrent, jusqu'aujourd'hui, même Caritas n'ose pas. Parce que même à Caritas, malheureusement dans notre pays, même les curés sont corrompus, ils sont divisés pour savoir qui va aller, qui n'ira pas. Donc ça ne viendra qu'à, ça on reviendra dans les perspectives, ça ne reviendra qu'au niveau de la communauté internationale d'imposer à ce que les organisations internationales véritablement libres et indépendantes d'avoir accès dans le département du pôle. Alors, ici donc des moyens de guerre. Bon, voilà, vous avez les MI Super 17 qui survolent les villages et les quartiers et tirent des roquettes. Ça, le gouvernement peut nier, mais enfin, on a des images. Vous avez par exemple des impacts de roquettes qui n'ont pas explosé, que nous avons placés là, pour vous les montrer. Et à côté, vous voyez bien que tout ça sont des impacts de roquettes. Alors, vous avez les hélicos de transport MI-8 qui suivent chargés d'hommes qui tirent à très basse altitude, à l'AK-47. Donc, les pilotes des MI-8 et 17 sont des mercenaires ukrainiens, comme tu le disais là. Voilà, donc on voit ces hélicos-là. Alors, la question peut-être devrait être posée pour se dire, mais pourquoi ces hélicoptères? Vous avez trouvé les images où? Tout simple, tout simple. Nous avons des informations claires sur le marchand d'armes de M. Sassou Nguesso. Le marchand d'armes de M. Sassou Nguesso, c'est Paramount. C'est une société sud-africaine qui a livré des armes de guerre à Sassou Nguesso. Mais comme nous sommes à l'heure de l'électronique, lorsqu'ils ont livré ces armes de guerre, notamment ces hélicoptères, ça a laissé des traces. Et je tiens à vous préciser que monsieur le patron de Paramount, le Sud-Africain, est l'ami de Jean-Yves Olivier, nous y reviendrons parce que c'est important pour nous, est l'ami de Jean-Yves Olivier, un Français, qui est l'ami de monsieur Valls. Et ce sont eux qui ont, ce Paramount qui a livré ces armes de guerre et avec ses pilotes ukrainiens. Alors, ici, nous avions les Cobras habillés en noir comme l'État islamique, qui sème la terreur, ici à Pointe-Noire, comme à Brazzaville aussi, où les arrestations se multiplient. Non. Ces derniers jours, ces miliciens violent, torturent, traquent les militants de l'opposition. Certains sont bien connus. Alors, nous avions ici quelques images de Pointe-Noire. On voit ici, dans des images de Pointe-Noire, avec des miliciens qui sont dans leur BJ, qui passent. Vous en avez ici, on voit bien les armes, on voit ceux-là qui sont que tu dois connaître certains. Bien entendu. Alors, il faut donner quelques informations précises sur les rapports de force. Nous disions tantôt qu'il n'y a plus d'armée au Congo, ce sont des milices. Qu'est-ce qui se passe au Congo aujourd'hui? M. Sassou a la Direction générale de la sécurité présidentielle, la DGSP, qui est dirigée par un colonel. Il a la garde présidentielle, qui est dirigée par un général. Et il a au moins 3 milices. Cette milice qui est à Pointe-Noire, là nous sommes à Pointe-Noire, parce que Pointe-Noire, pour le pouvoir de Brazzaville, est très sensible. Donc, en dehors de la zone autonome avec ses militaires, ils ont envoyé une milice qui est dirigée par un certain Romial Chikambu dit Mubenda, avec son allié qui s'appelle un certain Mouchapata, que je connais précisément, parce que j'ai habité dans le même quartier. Et ça fait à peine 3 mois que je suis ici, donc je connais ces chefs miliciens-là. Mais le plus grave, c'est que cette milice, déployée notamment à Pointe-Noire, est financée par les enfants du chef de l'État. Et je le dis avec beaucoup de preuves, par les enfants du chef de l'État qui financent ces milices. Donc, habillés comme ils sont, leur rôle, c'est d'aller traquer les opposants
notamment kidnapper les jeunes, les torturer, et ils disparaissent deux fois dans la nature sans laisser de traces. Bon, là, vous avez là une preuve claire et nette de l'utilisation par M. Sassou Nguesso des miliciens. Là, nous sommes à quelques jours après la proclamation des résultats fallacieux. Ce monsieur, il s'appelle Idever Moigny. Il est député de la République. Idever Moigny, député de la République. Donc ce jour, nous sommes à Télé Congo, en plein 20h du journal de 20h. On voit ici, hein. Il vient présenter sa milice qu'il crée pour soi-disant réprimer tous ceux qui vont contester les résultats. Idever Moigny, ministre de la République, proche du PCT, à 20h du pouvoir, on va dire, qui présente une milice. Et cette milice aujourd'hui, en dehors de la milice de Pointe-Noire que je venais de dire tout à l'heure, cette milice de M. Moigny est à Brazzaville et à Pointe-Noire en train de racketter et aujourd'hui aussi dans le pool en train de tuer. Là, vous avez là une preuve et que même le pouvoir aura du mal à contester le fait qu'ils ont laissé quelqu'un créer une milice et la rendre publique dans un journal de 20 heures. Alors, donc, on continue après ces quelques preuves. Bon, on passe à... Alors, les charnières, tout ça. Voilà, alors, on voit ici, vous voyez, les miliciens qui ratissent le terrain en tirant sur tout ce qui bouge. Ils sont équipés de blindés et d'artillerie. Certains sont bien connus. Le milicien sur la photo à gauche se nomme Dodo. Il vit à Brazzaville, dans le quartier Potpoto. Et Dodo, le milicien, est un ancien Cobra. Il a combattu pendant la guerre de 1997. Son frère cadet s'appelle Baudry. Il est policier. Il avait même braqué la direction générale de la douane et avait emporté avec lui 50 millions de francs CFA. Alors, ce dernier, il avait été arrêté et incarcéré. Donc... oui, juste une précision. On a parlé là d'un milicien Cobra, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que M. Sassou, il y a une année de cela, sentant qu'il allait perdre les élections, parce que nous y reviendrons peut-être sommairement, lorsqu'il a senti que l'opposition s'organisait et avait mis en place ce que nous avons appelé la stratégie du cantonnement, il savait personnellement qu'il n'avait aucune chance de gagner par les urnes. Donc il a réactivé ces milices des années 97, les miliciens Cobra. Et donc, ce sont ces miliciens Cobra-là qui se sont déployés dans la région du Pool. Et là, c'est une photo illustrative. Et ça, malheureusement ou heureusement, j'ai assisté personnellement à cela. Et c'est ce qui est plus grave aujourd'hui. Vous voyez bien, ce sont des enfants de 15, 16 ans, 17 ans. Moi, j'habite à Brazzaville, à 500 mètres du domicile du président Sassou Nguesso, à Mpila. Et devant son domicile, il y a ce qu'on appelle un stade qu'on appelle Saint-Denis. Et il y a peine quoi? Il y a peine décembre, ça a commencé en novembre 1995. Le pouvoir a recruté plus de 5000 jeunes, mais sur des critères tribaux. Et je pèse mes mots, parce que j'étais à Brazzaville. Sur des critères tribaux, on est parti dans la cuvette centrale, un peu de la cuvette ouest, aller recruter des jeunes à qui on demandait de rejoindre les rangs de l'armée pour former ces milices. Et vous voyez ça, nous sommes dans la partie sud de Brazzaville, notamment dans le Pool. Mais là, ils partaient dans le Pool, mais ils sont vers Filou, là. C'est des jeunes de pratiquement 10-15 ans. Ils sont plus de 5000. Et c'est malheureusement ces jeunes-là qui sont en train de tomber actuellement dans le Pool. Donc ça, on a déjà vu. Alors... donc après ces jeunes, bon ça c'est une image qu'on vous a déjà montrée, le député Aimé Idever Moigny. Après, les civils, bien sûr, ils sont obligés de se cacher, de fuir dans les forêts. Les blessés sont laissés sans soins et beaucoup meurent. Tout cela dans l'indifférence de la communauté internationale et des médias, même si on peut quand même donner quelques exceptions comme RFI et d'autres qui essaient quand même de nous donner quelques nouvelles. Alors, en Côte d'Ivoire et en Libye, Gbagbo et Kadhafi ont été menacés par l'ONU. Les puissances occidentales et la CPI, avant même qu'il n'y ait eu un seul mort, qui leur soit attribué. Au Congo,
Plus de 600 morts, ne trouvent qu'indifférence, silence, mépris. Quelques timides réactions, comme celle du Canada, mais qui parle d'emprisonnement, pas de mort. Et le communiqué de Quai d'Orsay, cette semaine, qui va dans le même sens. Mais c'est si peu et si tard. C'est une guerre civile qui est construite par le pouvoir afin d'illustrer dans le sang son seul argument, Sassou ou le chaos. En créant le chaos et en l'attribuant à l'opposition, Sassou Nguesso espère obtenir le soutien des puissances pétrolières avec qui le Congo a des accords. Cependant, les désertions sont nombreuses dans l'armée et le pouvoir. Appauvri par la chute des cours du pétrole, dispose de moins de moyens pour payer ses mercenaires et ses miliciens. Le Congo sombre dans la guerre civile, avec 600 morts, en quelques semaines seulement. Qu'en sera-t-il dans quelques mois? On comptera sûrement en dizaines de milliers de morts, puis en centaines, toujours dans l'indifférence et le silence de la même communauté et même de certaines presses. Et puis, il y a aussi à côté la RDC, qui est en face, et la facilité avec laquelle on massacre sur la rive droite peut donner des idées à la rive gauche. Mais en RDC, on commencera par des dizaines de milliers de morts pour passer aux centaines de milliers, puis aux millions. L'objectif d'un silence complice est-il déstabilisation de toute l'Afrique centrale, ou veut-on un génocide? Le fait que Sassou Nguesso soit reçu prochainement aux États-Unis et en France dans le cadre de la COP21 est-il le motif du silence français? C'est une question que l'on peut se poser. Mais cela signifie que le soutien implicite à Sassou Nguesso n'est qu'un suivisme dû aux considérables problèmes budgétaires de la France. En rien une opposition de fond. La France ne peut laisser Sassou Nguesso tacher de sang la COP21. La prise de position récente du ministère des Affaires étrangères française laisse entrevoir que la France se souvient qu'elle est la patrie des droits de l'homme. Une transition est désormais la seule issue possible. Sassou Nguesso doit quitter le pouvoir. Il doit laisser les forces vives de la nation définir entre elles, avec le soutien de l'ensemble des puissances concernées, un processus de sortie de crise. Cette transition pourrait se dérouler sous la protection des Nations Unies. C'est ainsi, monsieur, que nous terminons cet exposé et nous nous tenons à votre disposition pour des questions. Merci. Effectivement, un tel chiffre, il y a plusieurs paramètres pour faire une estimation. Le premier paramètre, c'est le mode opératoire utilisé, les moyens utilisés par le pouvoir en place et la manière dont les communautés sont regroupées et la brutalité avec laquelle on a attaqué ces populations. Mais nous avons des sources d'information. Ne pensez pas un seul instant que non. Nous avons des sources d'information. Monsieur Toumi, Frédéric Bitsangou, qui est sur le terrain et qui, dans une espèce de légitime défense, se défend, nous donne des informations pratiquement au quotidien de ce qui se passe. Par exemple, Soumouna, nous avons des informations précises sur le nombre de morts, le nombre de déplacés. Donc, le chiffre donné n'est pas forcément une extrapolation, mais non, c'est des choses qu'on peut vérifier. Raison pour laquelle le pouvoir ne veut pas laisser l'accès aux ONG. Nous sommes à plus de 600 morts. Ça, c'est en 2 semaines. Ça, c'est encore avant-hier. Peut-être qu'au niveau de Paris, ils ont des difficultés. Mais nous avons des confrères. Moi, j'ai un ami confrère, un de vos confrères aux États-Unis, Ellie Smith, qui a le contact en permanence avec le pool, qui vous donne des chiffres précis sur ce qui se passe, et sur le nombre de morts, et sur le nombre de déplacés, parce qu'il est en contact avec les acteurs sur le terrain. Et puis, il y a une précision à faire aussi. Ceux qui ont fui Brazzaville pour aller dans le pool sont partis du côté de Pointe-Noire. Donc, beaucoup ont témoigné en sortant à Pointe-Noire. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui est arrivé ce matin,
qui était dans l'équipe de campagne d'un des candidats, hier, pour traverser à Kinshasa et fuir sur Paris. Et il m'a donné des précisions sur ce qui s'est passé véritablement sur le fameux cortège qui aurait été attaqué. Et le nombre de morts. Donc il y a des témoignages, des gens qui donnent exactement dans tel village, il y a eu tant de morts et autres. Monsieur Toumi, par exemple, c'est le nombre d'éléments qu'il a perdu dans un certain nombre d'attaques menées par les forces gouvernementales. Combien il en a perdu? Hein? Combien il a perdu d'éléments? Il te parle d'une dizaine d'éléments qu'il a perdu. Mais par contre, le gouvernement a caché, par exemple, le nombre des éléments qu'ils perdent. Mais comme il y a une morgue à Brazzaville, les cadavres arrivent dans les morgues. Mais ce n'est pas tous les gens qui travaillent dans les morgues qui sont pour le pouvoir en place avec ce qui se passe dans le pool. Donc nous avons des informations. Par exemple, dernièrement, ils ont amené plus d'une trentaine de cadavres qui sont tombés, je ne sais pas, dans une embuscade, dans ce genre de choses. Donc, avec tous ces éléments, lorsqu'on fait une espèce de recoupement, on arrive à ce chiffre de plus de 600 morts. Et il y a quelque chose encore de plus important. Vous imaginez des personnes âgées de plus de 70 ans dans les forêts pendant 2 semaines, mais c'est la mort qui s'ensuit. C'est la mort qui s'ensuit, sans soin. Et nos villages, un village comme Vinza, c'est des personnes âgées, en majorité. Et par exemple, à Soumouna, et ça c'est ce qui était scandaleux, à Soumouna, M. Toumi avait une école, des enfants, on parle de plus de 600 enfants scolarisés. Et il y a eu des bombardements dans ces écoles. Et ça, le pouvoir, le porte-là, l'a dit, que les écoles ont été bombardées. M. Toumi lui-même, ça il a reconnu, il a perdu un de ses enfants dans les bombardements. Donc le chiffre de 600 pour nous est le chiffre qui recoupe le mieux, malheureusement, ce qui se passe dans le pôle. Mais j'en profite aussi pour à nos amis les journalistes. Parce qu'aujourd'hui, si les gens, par des approximations, donnent des chiffres et autres, mais la question que les Congolais, sinon les Congolais se posent, c'est de se dire, mais comment un gouvernement qui a, on va dire, une coopération, c'est le premier partenaire du Congo, la France, peut rester silencieux alors qu'il y a un mode opératoire qui est utilisé par la police. Je tiens à vous signaler que la police congolaise est en coopération technique avec la police française. Donc, ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à dire que ce qui se passe aujourd'hui dans le pool, la police française, avec les moyens qu'ils ont sur place, peuvent imaginer ce qui se passe véritablement. Il y a des officiers français qui sont en Brazzaville, qui encadrent la police congolaise. Officieusement, hein, mais officiellement, je n'ai pas vu la note. Hein. Voilà. Oui. Vous citez beaucoup M. Ntoumi. Est-ce que c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, selon vous? Écoutez, M. Frédéric Bichamo, dit Toumi, jusqu'au 4 avril, était le ministre du gouvernement de M. Sassou Nguesso. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, je ne reviens pas sur la guerre de 97. Je reviens sur ce qui se passe actuellement. M. Toumi fait partie de la plateforme IDC Frocade qui a gagné les élections. Pourquoi? Parce que M. Toumi s'est retrouvé avec tous les leaders de l'opposition pour se battre sur cette histoire d'alternance démocratique. Et il a donné son point de vue par rapport à cela. M. Toumi, jusqu'à preuve de contraire, n'était plus un rebelle. Je dis bien, il était ministre de M. Sassou Nguesso. Il avait des conseils à la présidence de la République. Donc le problème de M. Toumi, ce n'est pas le problème c'est pas Toumi, c'est le problème de Toumi, c'est le fait que M. Sassou Nguesso a voulu utiliser M. Toumi comme un épouvantail pour créer le chaos dans le pays. La tactique de M. Sassou, c'est de dire, sans moi, il y a le chaos. Et l'épouvantail, c'est M. Toumi. Raison pour laquelle il a simulé ses attaques dans la partie sud, en partant du principe que M. Toumi ne va pas se laisser kidnapper ou capturer. Donc, jusqu'à preuve de contraire, M. Toumi a un parti politique qui est
dans la plateforme IDC Focad, qui a participé avec nous pendant les élections. D'ailleurs, le dernier jour des élections, il était avec le candidat Kolela à son meeting. Donc, pour nous, c'est un allié de l'opposition qui n'a fait que faire valoir ses droits. Qu'est-ce qu'il a dit après les élections? Comme tous les candidats d'ailleurs. Il a contesté les résultats. Et on a simulé j'insiste là-dessus, on a simulé cette fameuse attaque en partant du principe que M. Toumi, avec ce qui lui accroche à la peau depuis 1998, facilement, ça va être adoubé par la communauté internationale. Raison pour laquelle ils ont sorti le terme de terroriste. Et je dis mieux, et l'information, je l'ai eue ce matin, dans le calcul même du pouvoir, il se disait, lorsqu'on va simuler les attaques, en disant que c'est M. Toumi qui a attaqué, comme les populations du pôle et du sud en particulier ont beaucoup souffert de la guerre de 97-98, ils vont sortir en disant, ah, M. Sassou, il faut aller capturer M. Toumi qui veut nous faire souffrir. Mais les gens n'ont pas été dupes, parce que très tôt, le 4 avril, dès 10 heures, tous ceux qui sortaient de Bakongé et Makelekele, quand on leur tendait le micro, ils disent, mais ce n'est pas des ninjas, c'est une simulation. Personne n'est tombé dans ce piège, comme en 98. Donc, ce qui fait que pour les gens, on s'est dit, mais tu ne vas pas nous refaire le coup en prenant M. Toumi comme épouvantail. Donc, il faut le suivre. M. Toumi dit tout simplement, je conteste les résultats. Et je suis surpris qu'on vienne m'attaquer parce que je conteste les résultats. Donc, pour nous, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de principe. Il était avec nous dans ce principe d'alternance démocratique. Nous avons gagné les élections. M. Sassou a cherché les élections. Il a perdu les élections. Et tout ce que nous souhaitions, c'est qu'il fasse comme on a fait au Bénin et ailleurs, de créer les conditions de l'alternance démocratique. Mais, sachant, et ça j'insiste là-dessus, depuis plus d'une année, M. Sassou s'est préparé à une guerre, mais contre son peuple, parce que nous n'étions pas armés. L'opposition n'est pas armée. L'opposition n'est pas du tout armée. Mais il s'est préparé à cela. Et là, il est en train de dérouler son agenda, avec tous les risques qu'aujourd'hui nous sommes en train de constater. Mais malheureusement, aussi, il faut le dire, lorsque nous, en tant qu'opposition, parce que je parle là, parce que je suis à Brazzaville, nous avons été encouragés par l'Union européenne, dont la France est un des membres les plus influents, de nous dire, il faut aller aux élections, ne boycottez pas ces élections. Parce que nous, en tant que communauté internationale, nous avons exigé à M. Sassou Nguesso de respecter le verdict des urnes. Mais le constat, c'est que c'est timide. Au moment où nous avons joué le jeu de l'alternance démocratique, de la démocratie, nous sommes surpris qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Autant on est dur d'un côté, et de l'autre côté, au niveau du Congo, c'est timide. Pourquoi? La question, je pense que nous commençons à comprendre un peu qu'au niveau de Paris, notamment, il y a des lobbies qui jouent à Ousassou le chaos, ce qui est contraire aux aspirations légitimes de notre peuple. De questions? Oui, sur une des photos où vous dites que des véhicules blindés légers ont été détruits appartenant à des miliciens, vous faisiez référence à des milices gouvernementales? Vous dites des BJ ont été... Oui, c'est des BJ, c'est des pick-up. Des pick-up ouais. des autorités gouvernementales. Donc il y a des combats? Ah oui, il y a des combats. Lorsqu'ils attaquent... il faut comprendre une chose, les combats c'est trop dire. En fait, les gens sont dans une légitime défense. Une légitime défense. Parce qu'aujourd'hui, le risque... Il y a des armes qui circulent alors. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Raison pour laquelle, lorsque le Parti socialiste a sorti son communiqué en insistant sur le fait que toute la sous-région risque de s'embraser, mais malheureusement, nous sommes dans le vrai, là. Et ce sont des combats entre qui et qui, alors? Les combats, on va dire, les combats, c'est des attaques des miliciens de Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a plus d'armée au Congo. Et nous avons même les informations selon lesquelles il y a des officiers ou des militaires qui ont déserté.
qui sont en train de rejoindre les gens qui se battent pour défendre cette alternance démocratique. Mais donc, c'est des combats entre qui et qui? Entre les miliciens de M. Sassou Nguesso et Des militaires, c'est-à-dire des militaires de la force publique qui ont quitté l'armée. Avec leurs armes. Ah, bien entendu. Sûrement, oui, avec leurs armes pour essayer de défendre la population. Et des militaires aussi qui sont bien sûr contre Sassou Nguesso, qui n'en veulent plus et qui rejoignent cette rébellion-là. Mais en fait, on va dire que c'est tout simplement... Voilà, c'est donc l'armée des mercenaires qui attaque des citoyens qui sont en droit de se défendre. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est celle de savoir pourquoi M. Sassou ne veut pas partir du pouvoir. Alors, il a 32 ans, je crois. oui, mais la réponse est si simple. Hein. Quand on a commis tant de crimes, qu'on a des plaintes sur son dos, on a peur. Il y a la peur aussi. Il n'y a pas que l'envie de rester au pouvoir. M. Sassou a peur de quitter le pouvoir parce qu'aujourd'hui, il est protégé par l'immunité présidentielle. Mais s'il n'est plus président de la République, forcément, ses plaintes vont être mises sur le tapis, puis il sera poursuivi. Il y a l'affaire aussi des biens mal acquis, vous le savez. Donc il le poursuit. M. Sassou, ce n'est pas un homme sain. Donc, il voudrait rester au pouvoir pour avoir cette immunité, bénéficier de l'immunité parlementaire et puis rester jusqu'à en mourir, quoi. Ça, le surtout. Au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un argument béton. Je dirais, vous savez, nos pays sont ce qu'ils sont. Hein. Je me souviens, lorsque M. Hollande a fait cette sortie hasardeuse sur le fait que M. Sassou pouvait consulter son peuple, j'étais au Congo, j'ai vu dans quel état les Congolais se sont retrouvés. Parce que entre le discours de Dakar, où il disait l'alternance démocratique c'est un acquis pour les Africains, moi je vais le soutenir, et de dire il peut consulter son peuple, les Congolais n'ont rien compris à cela. Je veux dire par là ceci, que M. Sassou, tant qu'il aura des gens qui auront une oreille attentive à ces arguments fallacieux de dire sans moi le Congo c'est le chaos, notamment en France, mais il va créer les conditions d'eux. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous constatez, nous sommes tous ici en France, on a constaté par exemple qu'il y a un réseau. Il y a un réseau qui a fait en sorte que M. Sassou puisse faire ce qu'il est en train de faire. Tout à l'heure, je parlais du réseau avec les Jean-Yves Olivier, avec le marchand d'armes et autres, qui se sont arrangés à expliquer au plus haut niveau ici que sans M. Sassou, le Congo, c'est le désordre. Ça, il faut le dire. Et lui, quand il entend ce discours-là, que je peux encore avoir du côté de Paris des gens qui m'écoutent, ben, il peut se permettre de massacrer les Congolais. Pourquoi à chaque fois un communiqué du Quai d'Orsay crée une espèce de panique au sein du pouvoir de Brazzaville? Parce que, donc, autant cet argument, il a peur de... Mais autant, si les partenaires du Congo, le premier partenaire du Congo a un discours clair et net sur ces normes d'acquis, comme il a eu par exemple au Burkina et autres, M. Sassou ne va pas faire le fanfaron. M. Sassou ne va pas faire le fanfaron. Donc je pense que ces deux arguments se valent et que l'intérêt même de cette conférence de presse, c'est cela, c'est de faire en sorte que la communauté internationale, la conscience internationale comprenne qu'il y a une tragédie qui est en train de se dérouler au Congo. Et à l'allure où vont les choses, les Congolais vont se mettre dans une situation de légitime défense, mais on ne sait pas où ça va aller. Il ne faudrait pas qu'on vienne crier après le Rwanda, machin quoi. Mais le Rwanda est en train de se faire... Je viens de parler des milices, avec des exemples précis. Lorsqu'on met en place plus de 5000 personnes sur des critères tribaux. Moi-même, je suis du Nord, donc je suis bien placé pour le dire. Je suis du Nord du Congo-Brazzaville. J'ai été scandalisé de constater qu'on va dans une région pour prendre des jeunes et leur demander... Et qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes-là? Mais c'est de l'autre côté, on veut prendre votre pouvoir. Et la réaction, c'est des jeunes de 10, de 15 ans qui ont la gâchette facile et qui vont commencer à faire tout et n'importe quoi. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. La région du Poul, c'est une région presque homogène. C'est une catégorie d'une ethnie dans le pays qui y habite. Et donc là, on est en train d'aller dans un engrenage. Si on y prend garde, risque de nous amener à des situations extrêmement graves.
nous pensons qu'aujourd'hui, M. Sassou a perdu toute légitimité et toute légalité. Donc, avec le concours de la communauté internationale, nous pensons qu'une transition peut être enclenchée. Les mécanismes existent. On le fait en Syrie, là. Moi, j'ai entendu le président Hollande dire on veut un passage en Syrie sans M. Assad et autres. Mais pourquoi ne pas le faire dans un pays où quelqu'un a perdu toute légitimité, toute légalité, mais les forces vives peuvent se retrouver pour créer les conditions d'une transition et quitte à reprendre les élections, Voilà la perspective politique. Nous vous remercions sincèrement de votre présence et nous espérons que d'ici là, peut-être qu'il y aura une autre conférence de presse suivant ce qui se passe à Brazzaville. Et nous vous demandons vraiment d'être notre porte-parole parce que les crimes qui sont en train de se commettre au Congo-Brazzaville devraient quand même intéresser beaucoup plus la communauté internationale. Voilà notre cri de cœur, c'est qu'au moins vous y tenez, que vous en parlez suffisamment pour qu'au moins la communauté internationale puisse se saisir de ce problème-là. Il est tellement important pour nous et pour cette population. Donc nous vous remercions. Merci. Je ne sais pas que moi je suis un combattant. Moi je suis un combattant, je fais la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. Je suis français, je suis allemand, je suis anglais. Moi je suis burkinabé.